Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues. D'abord, merci de m'accueillir à nouveau. J'ai un très très bon souvenir de notre rencontre il y a déjà un certain temps dans cette ville d'Enghien avec des tas de collègues. Nous avions passé un moment fort d'échange, très dense, et j'ai été vraiment très heureux d'être invité à nouveau et merci de votre interlocution. Alors la question est compliquée, effectivement, on parle beaucoup d'école de la République en référence à une fondation historique essentielle, 1882, Jules Ferry, l'école publique, laïque, non pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire, on en parle actuellement d'ailleurs avec une décision récente annoncée par le président de la République au Mureau de supprimer l'instruction en famille et donc de rendre l'école obligatoire, qui serait un changement important au regard de ce que nous avons vécu depuis 1882. On parle beaucoup de cette école de la République comme étant capable de constituer une forme d'unité nationale. Alors cette unité nationale a évolué. À l'époque de Jules Ferry, elle était construite autour du sentiment d'appartenance nationale. Il fallait aussi reconquérir l'Alsace et la Lorraine. On venait de vivre la Commune qui traumatisait la France. Et Jules Ferry voulait redonner à tous les petits Français et à toutes les petites Françaises le sentiment d'appartenir à une même patrie, de parler la même langue, ou l'éradication des patois, d'accéder aux mêmes connaissances, d'où les premiers programmes systématiques, et aussi de découvrir les mêmes possibilités de participer à la vie citoyenne. Alors depuis, l'école de la République a été revisitée par des républiques, par des moments forts aussi. Je pense en particulier à un moment très important qui est le moment de la résistance et de la libération, avec un plan qui est resté inappliqué mais qui a été, à mon avis, une refondation essentielle de l'école de la République, qui est le plan Langevin-Wallon. Et puis, nous continuons toujours à approfondir cela. Alors moi, c'est moins de la République que je parle. J'en avais parlé dans un ouvrage précédent, après les attentats, autour de la question de la radicalisation et de la nécessité de lutter contre cette radicalisation. Là, je m'intéresse à la démocratie parce que c'est une question qui me préoccupe aujourd'hui beaucoup. La montée des populismes d'un côté, la montée des réseaux sociaux avec les schématismes, les simplifications, les fake news qui peuvent émerger ici ou là, mais aussi la montée des communautarismes de toutes sortes, pas simplement le communautarisme islamiste qui existe évidemment, mais de toutes sortes, toutes les formes de communautarisme et d'entre-soi. Tout cela me paraît préoccupant au regard de l'idée et du projet que nous avons dans notre pays, comme dans de nombreux autres pays, de vivre une démocratie authentique. Voilà. Et je me suis demandé effectivement, et c'est une interrogation depuis plusieurs années, ce livre est un peu l'aboutissement de cette interrogation, je me suis demandé si l'école n'avait pas un rôle à jouer dans cette démocratie. Je crois que oui. Alors je dis dans le livre que probablement il y a 20 ou 30 ans, j'aurais été plus radical, au sens où j'aurais dit que c'est l'école qui avait le rôle déterminant à jouer sur l'avenir de nos démocraties. Aujourd'hui, je pense que l'école est un élément parmi d'autres. Je pense qu'elle ne pourra rien faire sans les parents, sans les médias, sans un sursaut du côté des politiques, ne serait-ce que pour lutter ensemble contre ce phénomène qui gangrène la démocratie, qui est l'abstention que nous voyons augmenter de scrutin en scrutin. Mais si elle ne peut pas tout toute seule, elle peut encore quelque chose, je crois, pour faire avancer ces deux idéaux qui ont été rappelés tout à l'heure, celui du penser par soi-même, qui est l'idéal kantien, l'idéal des Lumières. À Kant, à qui l'on demandait qu'est-ce que les Lumières, il répondait c'est sapere aude, ose penser par toi-même, et en même temps fabriquer du commun. Et ce qui est compliqué dès l'école, c'est que ce sont deux injonctions qui peuvent apparaître contradictoires. Parce que si on pense par soi-même sans avoir le souci du commun, on bascule dans l'individualisme et l'affrontement. Et si on a le souci du commun sans permettre aux gens de penser par eux-mêmes, eh bien, on risque de tomber dans des formes de communautarisme, voire de totalitarisme. Et donc, articuler la prise en compte de singularités que l'on respecte avec la construction collective bien commun, je crois que c'est un enjeu fondamental de notre avenir, encore plus fondamental aujourd'hui, puisque nous savons depuis déjà quelque temps que notre avenir, compris l'avenir de notre planète, n'est pas garanti à l'infini. Et respecter, promouvoir les singularités tout en permettant à ces singularités de travailler ensemble sereinement à un avenir pacifié et commun me semble un enjeu fondamental. Et je crois que précisément sur ces deux enjeux-là, penser par soi-même et fabriquer du commun, en classe, à l'école, mais aussi dans une série de lieux
périscolaires ou extrascolaires, les associations, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements pédagogiques, on peut faire quelque chose et on peut donc contribuer à ce que la démocratie soit un peu plus vivante et moins menacée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, merci pour cette réponse très dense. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets qu'on va détailler au fur et à mesure. Toujours un peu sur le titre et sur cette question de la démocratie, c'est que est-ce qu'il est possible en fait que pour que l'école puisse encore apporter encore quelque chose à la démocratie, il faut que l'école elle-même devienne plus démocratique. Alors, dans votre livre, par exemple, vous évoquez notamment les expériences pendant la première moitié du XXe siècle du pédagogue polonais Janusz Korczak. Alors, notamment, moi, un fait que j'ignorais en fait de cet homme et de ses expériences, c'est que dans les établissements qu'il avait fondés, il avait mis en place un tribunal où tout au long de la semaine, les enfants pouvaient déposer des plaintes et le jour où le tribunal doit siéger, 5 enfants sont tirés au sort. Parmi ceux qui n'ont pas d'affaires en cours et serviront donc de juges pour statuer sur les plaintes en cours. Alors cette expérience, comme d'autres de Korczak, vous en parlez dans votre livre, ont montré leurs limites, mais c'était une tentative d'introduire un peu plus de démocratie dans le fonctionnement même de l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être encore, sur lequel on a encore à travailler, à essayer d'autres expériences de ce type-là? Alors peut-être on peut lever tout de suite un malentendu. L'école n'est pas une institution dont le fonctionnement doit être démocratique. Il n'est pas question de demander aux élèves de cours préparatoires de voter sur la répartition des disciplines tous les jours ou de demander aux élèves de 6e s'ils veulent supprimer les mathématiques à leur arrivée en 5e. La génération des adultes a le devoir de décider, et c'est un devoir, de ce qu'elle estime nécessaire d'enseigner à ceux qui viennent au monde pour que cela habite le monde. Et à cet égard, l'école est une préparation à la démocratie. Ça n'est pas une institution dont le fonctionnement lui-même est démocratique. Mais c'est une préparation à la démocratie. Et un de ceux qui m'a effectivement le plus intéressé parmi les pédagogues là-dessus, c'est Janusz Korczak. Alors on connaît Korczak, certains d'entre vous le connaissent sans doute, en raison de sa fin tout à fait extraordinaire. Vous savez que Korczak, en 1942, s'est réfugié dans le ghetto de Varsovie avec 192 enfants juifs et qu'il apprend un jour pour le lendemain, d'ailleurs, que la Gestapo va venir arrêter tous ses enfants et lui-même. On lui propose un passeport américain pour s'enfuir, pour abandonner les enfants. Il refuse de les abandonner et le lendemain, il accompagnera ses enfants. Il conduira ensemble à Treblinka, où gazé le. Donc, Korczak, à cet égard, est un homme qui, alors, pour le coup, a donné sa vie pour les enfants et qui a aussi été l'initiateur de quelque chose de très important, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, puisque dès 1921, Korczak rédige une déclaration des droits de l'enfant, déclaration extrêmement importante qui arrivera plusieurs dizaines d'années après, en 1989, aboutira à l'actuelle Convention internationale des droits de l'enfant qui est un texte, pour ma part, que je considère pour ma part comme tout à fait essentiel. Alors oui, Korczak imagine le tribunal, ce n'est pas la seule structure qu'il imagine. Hein. Il en imagine une encore plus simple, encore plus évidente. Il est face à des gamins qui sont extrêmement violents, puisque ce sont des orphelins, des enfants qu'il recueille dans la rue, qui pour la plupart ont vu leurs parents mourir au cours de la Première Guerre mondiale, en 1914-1918. Et il peine à créer une ambiance de sérénité. Ces enfants sont toujours dans ce que les psychologues appellent aujourd'hui le passage à l'acte. Il y a quelque chose qui les ennuie, qui les embête, ils sont immédiatement dans la réaction, dans l'impulsion. Et cette impulsion est très souvent violente, une violence verbale ou une violence physique que Korczak peine à endiguer. Alors il essaye toute une série de méthodes pour endiguer cette violence, et puis aucune de ces méthodes ne marche vraiment, jusqu'au moment où il invente, et c'est un coup de génie que je trouve pédagogiquement extraordinaire, parce qu'il est une préparation fantastique à la démocratie. Il invente un dispositif pédagogique. Il dit à ses gamins, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez taper sur n'importe qui, n'importe quand, autant que vous voulez, mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé 24 heures à l'avance. Et par écrit, et par écrit. Et il installe dans l'orphelinat une boîte des bagarres où on peut aller écrire voilà, ta tête ne me revient pas, ou bien là, tu m'as insulté, tu m'as humilié, je me vengerai demain. Et ainsi. Alors, il y a une petite révolte dans l'orphelinat. Les gamins disent, monsieur, mais il y en a pas à écrire parmi nous. Korczak peut vous apprendre à écrire éventuellement, mais qu'à cela ne tienne, s'il y en a qui ne savent pas écrire, ils peuvent me dicter leurs lettres. Et Korczak s'assoit et
et acceptent de prendre sous la dictée des enfants les lettres prévenant leurs camarades qu'il va y avoir une attaque violente le lendemain. On s'aperçoit d'ailleurs qu'une grande partie des lettres ne sont pas finies, sont abandonnées. Les enfants commencent, mais quand ils essayent d'expliquer leurs raisons, les fondre. Et donc, d'une certaine manière, l'exigence de l'écriture de cette lettre les amène à abandonner cette impulsion. Et puis le soir, Korczak récolte quand même dans la boîte des bagarres de l'orphelinat un certain nombre de lettres. Il les anonyme et il les lit. Il les lit devant un certain nombre, devant les enfants qui sont là le soir. Il les lit et il leur propose d'en parler, d'en discuter entre eux. Je m'aperçois, et c'est très grave de ma part, que je n'ai pas coupé la sonnerie de mon portable, qui est en train de sonner dans ma poche. Voilà, c'est pris de m'excuser, vraiment. Il s'aperçoit que ceux qui critiquent ces lettres sont en général ceux-là même qui les ont écrites. Et puis ensuite, il leur raconte des histoires. Il leur lit des pièces de théâtre. Korczak est lui-même un écrivain pour enfants. Il a écrit des tas de livres pour les enfants, qui perdent d'ailleurs, La gloire, Le roi Mathias Ier, etc. Et là, il fait quelque chose qui est un coup de génie démocratique, qui est un coup de génie en termes de formation à la démocratie. Pour le coup. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il demande de surseoir à la violence pour prendre le temps de penser et de réfléchir et de se nourrir pendant ce temps-là d'œuvres de culture qui permettent précisément de penser et de réfléchir encore mieux. Et ça, c'est extraordinaire. On ne dit pas à l'enfant « non, tu n'as pas le droit de te battre ». Korczak a essayé cela. Il sait que si on dit aux enfants « non, tu n'as pas le droit de te battre », il ira se battre quand on a le dos tourné. Il ne dit pas à l'enfant « oui, tu as le droit de te battre ». Non, la violence, il y a un interdit de la violence qui structure toute société, qui est la loi fondatrice. Mais il dit aux enfants « tu réfléchis avant de te battre ». C'est-à-dire que prends le temps, sursoir à tes impulsions, de penser, d'échanger, de te documenter, d'entendre un point de vue qui n'est pas le tien, et après, éventuellement, tu agis. Ça, ce sursis-là, c'est quelque chose de fondateur. C'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, ce que nos institutions démocratiques tentent de faire au quotidien, et ce qui serait nécessaire pour que notre démocratie fonctionne correctement et non plus à coups de boutoir avec décision trop rapide et souvent un peu brutale. Prends le temps de penser, on ne se laisse pas aller aux impulsions. Alors dans le tribunal, c'est un peu la même chose qui se passe. Alors je n'irai pas plus loin sur le tribunal, vous l'avez très bien décrit, mais je vais rajouter quelque chose quand même. Dans le tribunal chez Korczak, l'adulte a un rôle, il ne disparaît pas. L'adulte a un rôle, il est le greffier, c'est-à-dire qu'il est là à côté des juges qui eux-mêmes disposent d'un code qui a été rédigé par Korczak et que les enfants doivent respecter d'une manière extrêmement scrupuleuse. Il va de l'article 1 à l'article 1000. L'article 1 étant « on s'est trompé, la personne accusée, c'est pas elle ». À l'article 1000, c'est extrêmement grave, elle était... Et tous les articles sont progressif et implique progressivement la responsabilité de celui qui est accusé. Il y a un code, et puis il y a l'adulte, il est le greffier. Il a un grand livre, et il écrit ce que disent les... Et là, on a un aspect pédagogique absolument fondateur. Korczak nous dit, si je suis là avec mon livre à prendre sous la dictée ce que disent les enfants, j'exerce un pouvoir, et un pouvoir éducatif très fort, parce qu'ils ne vont pas dire la même. S'ils savent que ce qu'ils disent, je vais leur demander de le préciser, je vais exiger, voire rigoureusement formulé, et je vais le noter sur un livre où chacun pourra venir le... Korczak dit, on va passer là du caprice à la pensée. On va passer là par l'exigence que représente la prise de notes par l'adulte, ce que l'on fait, une sorte d'expression immédiate à une expression réfléchie. Et je pense que quand Korczak dit cela, il a raison, et c'est pourquoi je dis, et j'insiste là-dessus dans le livre, que l'éducation, c'est l'invention de contraintes faites. Korczak impose des contraintes, hein. Il n'est pas dans une éducation totalement libertaire, à la manière de Neil Summerhill, par exemple. Il impose des contraintes, la contrainte de la lettre avant la bagarre, la contrainte du tribunal, mais il y en a des tas de contraintes, tas de dispositifs pédagogiques, des centaines dans la pédagogie de Korczak, mais ces contraintes, elles ne sont pas faites pour... empêcher l'émergence de la liberté. Elles sont faites pour aider l'enfant à accéder à la liberté dans un sursis à la pulsion et par ce qui précisément va lui permettre de s'exaucer au-dessus de l'impulsion immédiate, de la réaction capricieuse, de la reproduction des clichés et des stéréotypes pour arriver à ce que Kant propose comme idéal de la modernité démocratique, c'est-à-dire penser par soi-même, penser en ayant réfléchi. Or, là-dessus, les neurosciences aujourd'hui, avec lesquelles je suis par ailleurs parfois très critique, nous donnent des éléments extrêmement intéressants. Olivier Houdet, par exemple, nous montre, alors IRM à l'appui, que la pensée, c'est quand le lobe frontal bloque la réaction immédiate,
bloque le réflexe qui émane du cerveau archaïque. Et il nous dit, ce qui constitue l'accès à la pensée et l'accès à la réflexion et à la connaissance et au savoir dans l'école, c'est le passage du réflexe à la réflexion. Il faut bloquer le réflexe pour accéder à la réflexivité, c'est ce qu'il appelle de l'inhibition. Sauf que les neurosciences nous montrent cela avec des IRM, mais que nous ne disposons pas encore, et j'espère que nous ne disposerons jamais, nous autres enseignants, d'un bouton poussoir sur notre table pour déclencher le cortex frontal de nos élèves par une petite impulsion électrique. Ça, ce serait plus de l'éducation, ce serait complètement du dressage. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est de dispositifs pédagogiques, c'est-à-dire c'est d'inventivité, c'est de réflexion sur quelles sont les belles contraintes, non pas les contraintes normalisatrices. Georges Canguilhem, biologiste très important, un épistémologue très important, dit que la normalisation, c'est le cancer. C'est tout le monde est identique, toutes les cellules sont les mêmes et c'est la mort. Et les contraintes normalisatrices sont toujours des contraintes mortifères, sont les contraintes des systèmes totalitaires. Et contre ces contraintes-là, il faut des contraintes normalisantes, c'est-à-dire qui permettent de vivre. Canguilhem l'illustre à travers le fonctionnement même de la cellule. La cellule humaine vit parce qu'elle a un système d'échange avec les cellules qui sont à côté. Il y a des contraintes pour qu'elles vivent, mais une des conditions pour qu'elles vivent, c'est qu'il y ait cette normativité, mais qu'il y ait aussi la singularité de chacun et que l'on ne bascule pas dans la normalisation, dans le tous pareil, tous identiques, tous font la même chose exactement au même moment, parce que ça, c'est le cancer. Ça, c'est la mort. Et ce n'est pas la démocratie. Alors, puisque vous venez d'évoquer justement la singularité de chacun, c'est vraiment une de vos thèses principales, ça va être la singularité de chaque enseignant, de chaque élève, de chaque parcours scolaire. Vous dites même, je vous cite, « Je ne caresse plus aujourd'hui l'espoir de construire un système. Dire que le plus honnêtement possible ce que fut mon chemin est devenu ma seule ambition. » Donc, dès lors, comment réussir à élaborer des programmes à l'échelle nationale à partir du moment où chaque parcours va être singulier ? Mais j'évoquais tout à l'heure, à l'occasion de votre première question, cette dialectique forte qui est pour moi au cœur à la fois de la démocratie et de la préparation à la démocratie, entre la singularité et le commun. Une classe, c'est un ensemble d'individus singuliers que l'on accepte dans leur singularité, mais avec qui l'on partage des connaissances communes, des connaissances qui sont partageables avec chacun et avec chacune. Nul n'est exclu de l'accès à ces connaissances. Et avec qui l'on partage aussi des valeurs, et en particulier la valeur qui permet de partager ces connaissances, c'est-à-dire la coopération. Et cette dialectique entre le respect de la singularité et celui du collectif, ce souci du collectif et du commun, je pense qu'il peut être au cœur de la pédagogie. Et que le travail pédagogique, c'est cet effort pour en permanence être attentif à chacun et en permanence partager avec tous des savoirs et des projets, accéder avec tous à des valeurs fondatrices de la démocratie, l'écoute, le respect de l'autre, l'acceptation de l'altérité, la capacité à intérioriser l'altérité pour être plus exigeant encore avec soi-même. Ça, ce sont des valeurs fondatrices de l'école, et je dirais même, alors là, pour le coup, de l'école républicaine, si on se réfère au grand dictionnaire de pédagogie et d'instruction publique de Ferdinand. Oui, c'est cette double réalité-là. Alors, je dis aussi que à un moment, moi, pour des raisons qui sont liées à mon parcours de chercheur universitaire, je me suis beaucoup intéressé à la question de la pédagogie différenciée. C'était évoqué tout à l'heure, il y a un instant. C'est-à-dire à la spécificité de chacun. Le fait que chacun a une histoire, chacun a un rapport au savoir particulier, qui est aussi lié à ses origines sociales, à sa culture, au rapport qu'il a eu dans sa famille avec l'apprentissage, avec les connaissances. Et donc, on ne peut pas donner à tout le monde exactement la même chose. Sauf que le savoir lui-même est le même, que c'est bien le même savoir que chacun va devoir s'approprier. Ce qui caractérise le savoir, j'emprunte ça à un philosophe pas très connu chez nous, mais que j'aime bien, qui s'appelle Fichte, qui est le sœur de Kant, je crois. Et vous êtes... Je suis plus littéraire, roman. Sur les philosophes, je ne saurais pas vous contredire. Bon, d'accord. Alors Fichte qui dit, ce qui caractérise le savoir, c'est qu'il est partageable à l'infini. Il est partageable à l'infini. Le savoir est partageable à tous et à toutes. Je ne mets aucune limite au partage des savoirs. C'est ce qui distingue le savoir des croyances. Je peux avoir une croyance tout à fait légitime. Je peux croire, par exemple,
exemple, est-ce que je vais être très trivial, que je vais me réincarner dans une grenouille. Je pourrais essayer de convaincre l'auditoire et essayer d'expliquer que chacun d'entre nous va se réincarner dans une grenouille. Voilà, vous pourrez fonder un club, monter un blog, tout ce que vous voulez, voir une association. Vous faire remarquer d'ailleurs qu'aucun d'entre vous ne pourrait me prouver que ce n'est pas vrai. Mais moi, je ne peux pas vous prouver que c'est vrai. Donc une croyance, elle se caractérise par le fait qu'on ne peut ni prouver que c'est vrai, ni prouver que c'est pas vrai. On ne peut pas prouver que je vais me réincarner dans une grenouille, mais vous ne pouvez pas me prouver que c'est faux. Donc cette croyance, elle va se diffuser sur le registre de la sympathie, de l'antipathie, de l'adhésion, de tout un tas de choses. C'est légitime, on a parfaitement le droit d'avoir des croyances. Mais ce n'est pas des connaissances, ce n'est pas du savoir, qui lui est partageable à l'infini. Le savoir est partageable. Ça ne veut pas dire qu'il est facile à partager. Il peut être très difficile à partager. Lire un texte de Hegel, accéder à la relativité générale d'Einstein, c'est difficile. Mais c'est partageable à l'infini. C'est-à-dire que tout humain peut y accéder. Et c'est ce pari que tout humain peut y accéder que fait chaque enseignant dans sa classe, mais il n'y accédera pas tout à fait par le même chemin. Voilà. Tout humain peut y accéder, mais il n'y parvient pas tout à fait par le même chemin. Et l'enseignant, c'est celui qui va être capable d'organiser ce partage des savoirs et des valeurs, en accompagnant chacun sur le chemin qui permet d'accéder à ce partage. C'est compliqué, c'est un métier difficile, encore plus difficile sans doute aujourd'hui pour des tas de raisons qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Alors, comme on était sur la question de la singularité, je trouve dans la lignée de cette question, parmi les oppositions binaires que vous refusez dans votre livre, il y a celle qui est très répandue, qui dresse l'un contre l'autre, d'un côté le déterminisme causal et la responsabilité morale, c'est-à-dire en d'autres mots que tout est joué avant de rentrer dans la salle de classe, ou alors tout s'y rejoue, toutes les cartes sont rabattues. Vous dites vous-même qu'une prédisposition n'est pas une prédestination. Alors pourquoi est-il particulièrement important à vos yeux qu'on s'extrait justement de cette dichotomie ? Oui, alors c'est évidemment très important de distinguer prédisposition et prédestination. Nous pouvons être prédisposés au diabète ou à l'infarctus et ne pas faire de diabète ou d'infarctus si on prend soin de soi, suit un régime adapté et si on vit dans un environnement qui est favorable. C'est la même chose pour la dyslexie. Il y a des prédispositions, il n'y a pas de prédestination. Il y a des prédispositions, c'est vrai, nous le savons, les scientifiques nous l'ont montré, les neurosciences nous le confirment, mais prédisposition ne s'actualise pas toujours nécessairement. C'est le contexte dans lequel elle doit s'actualiser qu'il faut regarder. Et nous pouvons agir sur ce contexte-là. Ce contexte-là, c'est l'éducation qui le construit. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, j'essaye de le dire, y compris en faisant appel à mon expérience personnelle, ce qui fonde le métier, ce qui nous permet de remettre en chantier tous les jours notre effort, notre travail, ce qui nous empêche de désespérer, c'est la conviction de l'éducabilité. L'éducabilité de tous, c'est-à-dire ce postulat, qui est un postulat que tout être peut apprendre et grandir et que nul n'est condamné à rester à l'écart du cercle des humains. Tout être peut apprendre et grandir, toute exclusion est un échec et je peux dire aujourd'hui, je ne sais pas encore comment faire pour inclure, pour faire apprendre tel élève, pour le faire réussir, mais je ne peux pas dire il n'y arrivera jamais. La seule chose que je peux dire, c'est je ne sais pas encore comment faire et nous allons le chercher. Mais je ne peux pas dire il n'y arrivera jamais. Le il n'y arrivera jamais est indécent parce qu'il décide de l'avenir d'un individu comme si on était Dieu et comme si on pouvait à sa place définir quel serait son destin. Et il oublie qu'il y a des bifurcations, que Einstein a été considéré comme un enfant un peu débile, que Zola a été mis à la porte parce qu'il écrivait mal le français, etc. etc. Et nous sommes devant suffisamment de cas comme ça pour ne pas figer quelqu'un à un moment donné de son existence. Et pour il nous faut avoir cette conviction, faire ce pari de l'éducabilité de toutes les... Mais en même temps, ce pari, c'est pas le pari de quelque chose que je peux fabriquer moi-même. C'est un des nœuds essentiels de mon livre. On doit parier que tout être est éducable, mais l'éducation n'est pas une fabrication. Je ne fabrique pas. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Frankenstein pédagogue, où je dénonçais les mythes de la fabrication de l'humain, depuis Malion jusqu'à Robocop, en passant par Frankenstein, etc. Et où je montrais que l'éducation, ça n'est pas fabriquer de l'humain, c'est créer les conditions pour l'émergence de l'humain. C'est créer les conditions pour que quelqu'un décide d'apprendre. On n'apprend pas à la place de quelqu'un. Je n'apprends pas à nager à la place de quelqu'un. Je n'apprends pas les mathématiques à la place de quelqu'un. Je n'apprends pas la géographie, la fille à la place de quiconque. Je n'apprends pas à dessiner, à parler en public, à jouer sur une pièce de théâtre à la place de quiconque. C'est lui qui apprend. Et apprendre, c'est compliqué.
C'est déjà Aristote, bien longtemps, qui disait « à faire quelque chose, c'est pas faire pour apprendre à le faire ». Donc on ne sait pas le faire et il faut le faire pour savoir le faire. Presque du Raymond DeVos, pour ceux qui, comme moi, se souviennent de ce grand comique français. Oui, c'est compliqué. Là, j'ai une classe avec 25 gamins. Je leur dis, écrivez un poème, et puis chacun d'entre vous va le lire devant la classe. Ouais, il y en a pour lesquels c'est très dur. C'est violent même de leur dire, tu écris un poème, tu vas le lire devant toute la classe. Ils ne savent pas faire. Et puis ils ont peur. Ils ont peur d'être humiliés, ils ont peur d'être moqués, ils ont peur d'être mal notés. Et il va falloir que je crée les conditions pour qu'ils osent faire ce qu'ils ne savent pas faire et qu'ils osent le faire en puisant en eux des ressources et en s'appuyant sur des éléments que je vais mettre à leur disposition. Alors, je vais les aider pour écrire ce poème, je vais leur fournir peut-être des modèles dans un certain cas, des mots, des techniques, toute une série de choses, mais c'est eux qui vont ensuite combiner ces mots, utiliser ces termes, reprendre des formules qui existent déjà. Souvent, en tant que prof de français, fait écrire des poèmes, des enfants qui n'osaient pas entrer dans la poésie, en combinant des vers ou des phrases, mots empruntés à d'autres poèmes, par exemple, une manière d'entrer dedans, d'oser faire quelque chose parce qu'on s'appuie sur des choses déjà faites. Et puis, c'est un premier pas pour les faire soi-même. Et puis après, il faut parler devant tous les autres, aller lire ce qu'on a fait devant tous les autres. Alors, il y en a qui savent faire ça, il y en a 3 ou 4 dans la classe, ils le font, ils ont appris ça en famille, ils le font très bien, ils le feraient de la même manière à la lycée ou au centre social, ils font du théâtre premier rôle, il y en a qui font rien de tout ça. Et il faut qu'ils aient le courage. Mais ça, c'est à moi de leur montrer que, ils ne risquent rien. C'est la raison pour laquelle je parle de l'espace d'apprentissage comme d'un espace hors menace. Il faut que je n'ai pas de menace pour pouvoir oser faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et en particulier, pas la menace d'être humilié ou d'être définitivement exclu si je me trompe. Et il faut que dans cet espace hors menace, je me sente appelé. Appelé par un être de chair et de sang qui incarne cette possibilité qui m'est donnée. Nous avons tous appris, les enseignants, pendant le confinement que nous avons vécu, si nous ne le savions pas suffisamment, nous avons redécouvert cette importance de la présence et même de la figure tutélaire de cet enseignant qui appelle par son comportement, par sa voix, par sa présence, par son regard, par la manière qu'il habite l'espace scolaire, qui appelle chacun à partager et qui lui confère ce courage des commencements, qui est un courage qui n'est pas facile quand, pendant toute sa vie, jusque-là, on a été habitué à l'échec, quand jusque-là, on a été identifié comme un élève en grande T, et que tout d'un coup, voudrait le mobiliser sur des équations mathématiques, sur le fonctionnement d'une machine à commande numérique, sur un texte littéraire. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, je crois que c'est fondateur. Seul l'autre grandit et apprend, mais je dois tout faire et créer toutes les conditions possibles pour qu'il puisse grandir et apprendre. Voilà. Que nous sommes en petit comité, je livre dans ce livre une anecdote personnelle qui a été pour moi une épreuve extrême. Permet de la personne concernée, me permet d'en parler en public. Une de mes filles a été très gravement anorexique. Une anorexie, c'est très violent. C'est quelqu'un qui se donne presque la mort devant vous en refusant de salir. Face à une anorexie, la tentation, gavage. Et c'est une tentation qui s'inscrit dans l'amour même que l'on porte pour la personne. De cette personne, là, et elle met sa vie en jeu. Elle met sa vie en jeu, on va la mettre en viande. Alors, vous l'aimez tellement, vous avez tellement envie de la sauver que vous êtes tenté de prendre la décision à sa place. Et j'explique comment, grâce à un ami proche, dans ces moments où j'étais emporté par cette espèce de rage devant une situation provoquée en moi terrible, j'ai fini par entendre, mais ça a été compliqué pour moi à titre personnel, et je crois que c'est compliqué pour tous les parents qui vivent cette situation, que cette jeune fille avait décidé de s'arrêter de manger et qu'elle seule, je ne peux pas décider à ça. Je peux créer des conditions, l'entourer, mettre en place des situations les plus agréables et les plus joyeuses, essayer de lui faire oublier ce qu'elle a vécu, peut la faire accompagner par quelqu'un spécialiste dans ce domaine, mais elle a pris la décision seule à pouvoir prendre. C'est pareil pour l'anorexie scolaire, c'est pareil pour l'élève qui ne veut pas apprendre. Pris des décisions, souvent il s'est enquisté dans l'idée que je suis un bon à rien, j'y arriverai pas. Et c'est à moi à créer les conditions pour lui redonner cette confiance, ce courage de faire exploser ce qui l'enferme. Et il y a beaucoup de choses qui l'enferment et qui peuvent l'enfermer dans son... Voilà.
Alors, pour créer les conditions, vous évoquiez de cette façon de faire de la classe un espace sans menace. Alors, il y a quand même un élément de l'éducation qui est régulièrement pointé du doigt comme étant quand même un dernier résidu de menace. Ça va être les notes, qui sont souvent pointées du doigt comme une sanction. C'est-à-dire que les notes aussi peuvent justifier des situations qui peuvent être humiliantes, le redoublement, parfois l'exclusion dans certains établissements. Alors, comment s'extraire justement de cette vision d'une école qui est faite pour évaluer, trier peut-être grâce aux notes? Tout dépend comment les notes sont utilisées. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la docimologie. Il y a des connaissances en matière de docimologie qui sont maintenant très stabilisées depuis quasiment un siècle, qui montrent que la confiance qu'on peut avoir dans les notes doit être très réduite, qu'il faudrait trop de correcteurs pour avoir, entre guillemets, objective, etc., etc. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce qui m'intéresse, c'est plus que la note, l'évaluation. Et ce qui m'intéresse plus que l'évaluation, c'est l'exigence. La question, c'est qu'est-ce que j'apprends à l'élève? Est-ce que je lui apprends quelque chose qui relève de l'obéissance à une injonction de ma part? Quand je disparais, l'élève revient là où il était. Ou est-ce que je lui permets d'intérioriser l'exigence de précision, de justesse et de vérité? Est-ce que je le fais progresser? Moi, en tant qu'enseignant ou à l'université, je recevais des tas de copies, je mettais une première note, mais je la sortissais en général de 3 conseils. Alors pourquoi 3, 4 ou 5? J'avais décidé 3. Et je demandais à l'élève ou à l'étudiant de reprendre sa copie avec les conseils que je lui avais donnés et puis de me faire une deuxième mouture. Et ce n'était que la deuxième mouture que je retenais et dont je retenais l'évaluation. L'intérêt là-dedans, c'est bien évidemment que l'élève ait un regard exigeant sur son propre travail et qu'il intériorise l'idée qu'il peut perfectionner ce qu'il a fait. Si l'exigence reste extérieure, si c'est le prof qui est exigeant, le parent qui est exigeant, l'animateur qui est exigeant, quand ces gens-là disparaissent, l'enfant, l'élève, l'étudiant se laisse tomber au plus bas. Si je veux que l'élève devienne exigeant à l'égard de lui-même, alors c'est le changement même de l'idée d'évaluation. C'est l'évaluation, comme le dit très bien quelqu'un qui a été très important pour moi, Albert Jacquard, l'évaluation n'est pas faite pour savoir si je suis meilleur que les autres, elle est faite pour me permettre de devenir meilleur que moi-même. Elle n'est pas faite pour savoir si je suis meilleur que les autres, elle est faite pour devenir meilleur que moi-même. Meilleur que moi-même, ça veut dire me permettre de progresser. Moi, je raconte quand j'étais instituteur dans les Yvelines, au tout début de ma carrière, avec classe unique, nous pratiquions le texte libre de Freinet. C'est-à-dire que je faisais tous les matins avec les enfants ce qu'on appelle un quad neuf, chacun racontait un petit peu ce qu'il avait vécu, et je les orientais pour écrire un texte. Puis la petite Sarah, par exemple, m'écrivait un texte sur une promenade qu'elle avait faite, une émission de télévision qu'elle avait aimée. Ce texte, elle venait l'écrire au tableau. À l'époque, il n'y avait pas de tableau blanc interactif, c'était un tableau noir. Et elle l'écrivait au tableau, elle venait à côté de moi. Et là, on regardait ensemble la classe et on disait « Qu'est-ce que vous proposez à Sarah pour améliorer ?» Alors, il y a Paul qui dit « Là, faudrait... Là, moi, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. » Lui qui dit « Moi, je voudrais mettre un adjectif. Là, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on ne voit pas ce que tu veux dire. Puis là, il y a orthographe. Là, ce mot pas à sa place. » À chaque proposition, moi, je me tourne vers Sarah. Je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas que Sarah corrige son texte, c'est que Sarah réfléchisse et qu'elle se demande dans sa tête si l'apport qui est fait par les autres lui permet ou pas d'améliorer son texte. Et c'est cette réflexion-là qui est porteuse d'exigence et qu'elle va intérioriser. C'est de la coopération et c'est de l'articulation du singulier et du commun. Quand on fait cela, le collectif est au service de chacun et chacun est au service du collectif. On est dans une interaction entre le singulier et le commun. Piaget, Vallon, Vygotsky, les grands psychologues d'écologie cognitive aujourd'hui nous disent tous l'intelligence, c'est la socialité intériorisée. L'intelligence, c'est la capacité d'intérioriser les critiques, les points de vue, les idées qui viennent des autres et sans renoncer à son point de vue à soi, de ressaisir tout ça pour l'améliorer, pour l'affiner, prendre en compte les objections, pour prendre en compte les propositions d'amélioration. Et c'est cela qui me permet, cette opération intellectuelle fondatrice qu'on appelle la décentration. C'est-à-dire, quand je produis quelque chose, je me mets à la place de celui qui lit et je dis, si j'étais un lecteur sadique qui voudrait démolir ce qu'il est en train de lire, qu'est-ce que je pointerais dans ce que je viens moi-même de faire ? Cette décentration-là, c'est celle que pratique tout écrivain, celle que pratique toute personne qui est exigeante. C'est celle que pratique aussi l'artisan.
l'artisan qui fait un mur, l'artisan qui sculpte la pierre ou la terre, et qui se place du point de vue de l'autre et se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer et pour m'améliorer. Alors les notes, après, ce que je distingue, peut-être pas dans ce livre-là, mais dans d'autres, j'en reviens directement à votre question, c'est la fonction éducative de l'école. Et elle est là, elle est dans l'amélioration de l'intériorisation de l'exigence. C'est-à-dire que permettre à chaque enfant de devenir exigeant avec lui-même sur tout ce qu'on lui propose. Ça va de la manière dont il colle ses gommettes jusqu'à la manière dont il rédige sa dissertation, en étant capable de se la relire avec le point de vue de toutes les objections possibles à ce qu'il dit. Ça, c'est la fonction éducative de l'école. Alors après, vous dites très justement, il y a une fonction sociale de l'école, qui est celle de la distillation fractionnée. Voilà, c'est le tiers exclu. Hein. On exclut toujours le tiers qui est le plus en difficulté. Cette fonction-là, personnellement, je la désapprouve, et en particulier, je la considère comme scandaleuse, au moins jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Je pense que jusqu'à la fin de la troisième, il ne devrait pas y avoir d'exclusion, il ne devrait pas y avoir d'exclusion à tous les sens du terme. Hein. Il ne devait pas y avoir d'enfants qui se sentent exclus du partage des savoirs. Donc nous avons du travail à faire. Après, que la société souhaite sélectionner les meilleurs chirurgiens, moi je suis le premier à être d'accord avec ça, puisque je fais opérer régulièrement. Donc j'ai tout intérêt à ce qu'on ait sélectionné le meilleur chirurgien. Mais là, on est dans une fonction qui est la fonction de formation professionnelle et pas de formation à la citoyenneté. Moi, je voudrais que même dans la formation professionnelle, c'est-à-dire même dans les lycées professionnels, il y ait cette formation à l'exigence et à la citoyenneté. Je suis le premier à regretter que les nouvelles mesures qui s'appliquent dans les lycées professionnels cette rentrée écartent beaucoup plus que cela n'était le cas un certain nombre de disciplines dites générales. Les horaires ont été très significativement amputés et cela me paraît aller tout à fait à l'encontre de la formation à la citoyenneté. Cette exclusion que vous évoquiez, justement, est-ce qu'elle est peut-être fondée en fait sur la manière dont l'école exclut elle-même certains savoirs en fait de son parcours. C'est-à-dire que vous prenez à rebours une idée qui est assez tenace, c'est-à-dire que apprendre, c'est avant tout un effort intellectuel qui est imposé à des corps qui sont immobiles et bien sages. Alors pour vous citer, vous dites, si l'on me demandait de formuler un objectif pour notre école primaire, je n'hésiterais pas à proposer que chaque enfant sache réaliser de ses mains, avant d'entrer au collège, un tabouret de bois à 3 pieds, sans colle ni clou. À côté des traditionnels fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire et compter, cela constituerait, j'en suis convaincu, un fondement précieux pour une véritable éducation à la pensée et à l'action réfléchie. Alors, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus un peu sur cette importance comme ça du travail manuel et sur l'idée que l'enseignement, comme l'intelligence après tout, ne sont pas des notions qui sont exclusivement cérébrales, mais peuvent être aussi donc très liées au corps, hein, et qui aujourd'hui est peut-être un des grands exclus de la manière dont on enseigne en France. Oui, je cite à ce moment-là quelqu'un, un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer au cours d'un colloque que nous avons fait ensemble, qui est un professeur de philosophie aux États-Unis, qui s'appelle Matthew Crawford, qui a cette caractéristique d'être à mi-temps professeur de philosophie dans une des plus grandes universités américaines, et pour son autre mi-temps, réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier, ce qui est assez rare chez les professeurs de philosophie. Hein. Et Matthew Crawford a écrit deux livres traduits en français. Le premier s'appelle L'éloge du carburateur. C'est normal pour quelqu'un qui est réparateur de mobylettes. L'éloge du carburateur. Et le second s'appelle Contact. Et je vous invite à les lire ou à les feuilleter au moins, parce que ce sont des livres extraordinaires. Matthew Crawford montre dans le premier que ce qui se passe quand on manipule avec précision quelque chose comme un moteur, dans la tête, ça apprend à se concentrer, ça apprend à rechercher des causalités, à faire des hypothèses, à vérifier ces hypothèses, c'est-à-dire à faire absolument toutes les opérations mentales qu'on demande dans les plus hautes études au plus haut niveau. Et puis dans son deuxième livre, Contact, alors là, il a suivi une série d'enfants. Il montre à quel point la présence des écrans a éloigné l'enfant des manipulations concrètes et fait vivre l'enfant dans le règne d'une forme de toute-puissance. Hein, avec mon joystick, je détruis tout ce que je veux, mais ces gens-là se relèvent, détruisent. Voilà, nous sommes dans une réversibilité absolue. Le jeu vidéo, c'est la réversibilité. Hein. Quand c'est fini, on peut recommencer. Hein. Le réel, c'est pas la réversibilité. Hein. Il y a des choses, quand je les détruis, sont détruites. Hein. Et dans notre planète, il y a des choses qui sont maintenant détruites. Et si nous continuons à les détruire, eh bien, elles ne seront plus là. Hein. Et donc, l'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage
qu'il y a de l'irréversible, des choses qui sont détruites à certains moments. C'est aussi l'apprentissage, nous dit Crawford, du rapport à la résistance des matériaux. La résistance des matériaux, parce que alors il insiste beaucoup sur le travail avec le bois. Quand on travaille avec du bois, eh ben, on fait avec le bois. Alors bien sûr, on peut s'énerver, mais on ne peut pas accuser le bois de nous vouloir du mal. On s'énerve, on y arrive plus ou moins, on jette, on recommence, mais on apprend quelque chose de fondamental, dit Matthew Crawford, c'est qu'on n'est pas tout puissant et qu'il faut faire avec pour créer. Et que se faire avec impose de respecter ce avec quoi on fait. Et ce qu'il nous montre très justement, c'est que d'une part, cela permet à l'enfant de contrebalancer cette influence des écrans et de la toute-puissance qui leur est renvoyée, mais d'autre part, ça constitue ce qu'il appelle un dispositif attentionnel. Crawford est très sensible au fait que, et là j'ai des travaux personnels aussi qui confirment cela, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble, nous sommes très sensibles l'un et l'autre au fait que le temps d'attention des enfants diminue d'une manière extrêmement sensible et ne cesse de diminuer. Alors, il n'y a pas que les écrans qui sont en jeu là-dedans. Il y a le mode de vie, la fatigue, une série de choses. Mais le temps d'attention diminue. Tous les enseignants qui y en a dans cette salle savent que obtenir l'attention des élèves est compliqué, difficile, qu'on peut passer son temps à dire chut, 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 taisez-vous, c'est pas la meilleure méthode, que peut-être il faut trouver autre chose. C'est ce que Crawford appelle un dispositif attentionnel, un rituel, comme il y a un rituel tribunal, comme il y a un rituel au théâtre, comme il y a un rituel au concert, comme il y a un rituel dans des tas de lieux. Les rituels ont pour vocation de focaliser l'attention sur quelque chose et d'indiquer quel est le comportement attendu pour réaliser le projet que l'on a. Et Crawford nous montre, complètement convaincu de cela, il y a dans le travail manuel, j'aime pas bien employer travail manuel parce que ça fait ringard comme un travail manuel, moi qu'aujourd'hui, ça n'existe plus dans les programmes. Mais alors disons le travail avec les mains. Mais le travail avec les mains, ça peut être découper du carton, mais ça peut être jouer d'un instrument de musique. Ça peut être faire ou de la mécanique. Ça peut être faire des maquettes d'avions ou que sais-je encore. Ce travail avec les mains, dit-il, il a été minimisé beaucoup trop et il a été abandonné par une forme d'intellectualisme qui ignore le caractère à la fois artisanal, matériel, concret de la véritable création humaine, y compris de l'écriture, quelque chose de matériel créé. Et il nous dit, oui, il faut remettre cela au premier plan, d'autant plus que les activités concrètes intrafamiliales qui existaient encore d'une manière systématique il y a quelques années, le jardinage, le bricolage, etc., ont parfois tendance, parfois, pas toujours, fort heureusement, à diminuer, et d'autant plus, ajoute-t-il, que le rapport de l'enfant avec la nature devient problématique. Moi, je dis parfois, gamin, je fais souvent des interventions dans des classes, qu'il faut qu'ils apprennent que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser. C'est-à-dire qu'on peut s'énerver, on peut taper du pied, on peut crier, on peut insulter des tomates, très longtemps, ça n'améliore pas, absolument pas la situation de la tomate. Que la violence, à cet égard, est totalement inopérante. Ça paraît rien, ça, mais apprendre que la violence est inopérante et qu'elle est même contre-productive, c'est quand même un apprentissage nécessaire à la démocratie. Et donc, on peut se demander si, à cet égard, et vraiment à ras des pâquerettes, alors là, quasiment au sens propre, le jardinage ne serait pas une condition de la démocratie. Vous voyez que je suis vraiment à ras des pâquerettes, mais quand même, il y a quelque chose à réfléchir sur l'idée qu'on doit entendre et respecter un certain nombre de, alors je ne vais pas dire de lois, de réalités, celle de la nature en particulier, et non pas vivre dans une forme de toute puissance à l'égard de tout et de tout fait que je m'enquiste dans cette puissance et je cherche à détruire toutes un des enjeux aussi de la démocratie, et je terminerai par là ces quelques remarques, c'est quelque chose qui pour moi est très fondamental, c'est le passage du désir de savoir au désir d'apprendre. Alors, souvent, on ne fait pas là. On dit, les enfants veulent savoir. C'est vrai, ils veulent savoir leurs origines, des tas de trucs, comment ça marche, etc. Ils disent tout le temps, pourquoi, comment ça marche. Ils veulent savoir, ça ne veut pas dire qu'ils veulent apprendre. Le plus souvent, ils veulent savoir sans apprendre. Parce qu'apprendre, ça coûte cher, en temps, en énergie, en effort, vous le soulignez. Et quand on veut savoir sans apprendre, il y a un moyen très facile d'y arriver. D'abord, c'est de se fier entièrement à la technologie. La technologie qui vous donne la possibilité en permanence de savoir sans apprendre. Conduisez votre voiture, vous ne savez pas comment marche le moteur. Utilisez votre smartphone, vous avez
aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Tort d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de boîtes partout qui commencent à développer des ciels espions pour les smartphones, qui permettent bientôt de tuer à tous les curriculum vitae du monde, piratant toutes les données de votre smartphone jusqu'à votre intimité précieuse. Bon, mais ça ne nous intéresse pas tellement. Prenez le temps de savoir comment marche, pas le matériel de le faire. Sauf que ce qu'en éducation, notre travail, c'est justement d'ouvrir le cap. C'est-à-dire de ne pas s'en tenir à ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est ce qui nous comble. Et ce qui nous comble est ce qui nous empêche de penser. La théorie du complot, ça nous comble. Ça nous comble de satisfaction. Ça nous comble de facilité à comprendre le monde. Il y a d'un côté les mécréants, de l'autre côté les bons. Ça nous comble parce que c'est rigolo. Parce que ça tient la route. Ça nous comble pour des tas de raisons. Le gamin qui m'explique que c'est les Martiens qui ont construit les pyramides d'Égypte, ça le comble. En plus, ça lui permet de contredire le prof. Le savoir comble là où l'apprentissage a besoin d'ouvrir la brèche, de dire je suis pas sûr. Il y a un chapitre qui est celui peut-être auquel je tiens le plus dans ce livre. J'ai appelé les certitudes, pas le printemps, parce que je crois qu'un des enjeux majeurs de la démocratie, c'est le combat contre les certitudes. Et en particulier contre le fait de ne pas réexaminer les choses, de prendre tout pour argent comptant. Alors ça va être le slogan publicitaire, ça va être le slogan politique, que celui-ci soit dans le registre du populisme avec le bouc émissaire, qu'il soit dans le registre du radicalisme avec la séparation entre les bons et les méchants, que sais-je encore. Ça me comble. Et ce qui me comble ne me fait pas progresser, au contraire, ça m'empêche d'avancer. Donc moi, je suis professeur d'incertitude, si je veux être professeur pour la démocratie. Je suis professeur d'incertitude, c'est-à-dire que je mets le sujet en recherche et que d'une certaine manière, je crée de l'inachèvement, là où spontanément, ce qu'il aimerait, c'est de l'achèvement. C'est un truc qui fonctionne bien. C'est un truc parfait, c'est un truc idéal. Non, ta représentation, la représentation que tu as de la manière dont pousse une graine, c'est pas ça. La représentation que tu as de la manière dont est fait le globe terrestre, c'est pas ça. On va travailler. Par exemple, on va regarder une planisphère, on va mesurer sur ta planisphère la superficie de l'Inde, on va ensuite mesurer celle de la Scandinavie, on va aller regarder sur des dictionnaires ou des atlas quelle est la réelle superficie. On va s'apercevoir que sur la planisphère, l'Inde est à peu près de la même grandeur que la Scandinavie alors qu'elle est grande. Comment ça se fait que la planisphère, c'est Mercator qu'il a aplati rond et qu'il l'a fait d'une certaine manière, en mettant certains pays en haut et d'autres en bas, on met les pays d'en bas en haut, etc. Je vais introduire de l'incertitude. Je vais introduire quelque chose qui fait penser, c'est-à-dire qui sort de cette certitude dans laquelle on s'affaisse et qui est ce qui... pour un certain nombre d'enfants, pas pour les conduit à l'échec, et pour certains les conduit à l'enfermement. Et dans un enfermement, dans des formes de radicalisme, alors il y a le radicalisme islamiste dont on a beaucoup parlé à l'occasion du Muro, mais il y en a d'autres qui sont des formes d'interdit de penser. Si j'avais une définition simple à donner du radicalisme, je dirais c'est l'interdit de penser. Pas, je prends tout pour ce qu'on me dit pour argent comptant, je m'arrête là, je ne pense plus. Eh bien, dans une démocratie, c'est l'adversaire, le radicalisme. Ce qui est, au contraire, l'allié de la démocratie, c'est apprendre et toujours aller chercher, c'est être exigeant dans ses apprentissages. Et ça, il me semble que l'école, pour renouer avec votre première question, peut quelque chose là-dedans, dans la manière dont elle présente les apprentissages. Voilà. Merci.